Ah les amis, vous m'entendez bien? Tout va bien? Salut les amis. Salut, T'entends salut. nickel. Ça Tout va va? bien? Salut le Ça va. chat! Bon Bracou, Salut, comme salut. d'habitude, je vais te laisser la main, vu que tu fais ça mieux que personne, je te laisse enchaîner tranquillement. Merci, merci Bruce, ça roule, c'est cool. Salut les amis, en tout cas, bienvenue pour un nouvel épisode de Hors-jeu Ligue des Champions, comme tous les jeudis où il y a de la Ligue des Champions. On va revenir sur cette deuxième journée de phase de Ligue. Ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir un peu commencer à regarder le classement, commencer à se projeter, reparler bien sûr de ces potentielles qualifications pour un peu plus tard, parce que on va pas se mentir, hein, le Stade Brestois qui prend déjà 6 points dans cette phase de ligue, c'est déjà super intéressant. Donc on va un petit peu regarder tout ça ensemble avec donc ce casting qui est un casting classique hein, pour les émissions LDC. On a aujourd'hui, vous l'avez reconnu bien sûr, Scipion qui est là. Comment il va? Bah écoute, ça va, on a rechargé les batteries, de bonnes petites vacances, mais ça fait évidemment plaisir de retrouver les copains et les débriefs. Ah, tu nous as un petit peu abandonné ces derniers temps, hein. On va pas te rater, toi, T'inquiète, je vais revenir pour vous foutre quelques branlées au quiz. hein. Oh, il a ça, vraiment vous en avez changé profité. Pipion quand même. Ça, Ah, vous il en a- avez profité. Au Vous tout avez profité de début, cette ce histoire serait de pas CC permis Cali. ça, de dire ça ce fumier. Ah. Dark Pipion, Dark Pipion. Non, ça fait plaisir de te revoir dans l'émission, bien entendu. Bruce, qui est là aussi. Comment est-ce qu'il va, Bruce? Ça va, ça va. Écoute, on fait aller. J'ai vu que le GOAT a gagné un nouveau trophée hier. Donc Ah, je j'ai suis pas vu. forcément heureux, il a encore brillé. Donc voilà, tant que le GOAT brille, eh ben écoute, le monde brille, j'ai envie de te dire. Donc forcément le sourire. Ah bah on est heureux pour toi, Prux. Alors les amis, on rappelle bien sûr que cette émission est faite en partenariat avec Winamax, Winamax qui est avec nous, qui continue donc cette aventure. Je vous rappelle, comme toujours, les bonus de bienvenue. Vous déposez 100 euros sur le site Winamax ou sur l'application. Vous avez vos 100 euros qui sont doublés en pari gratuit. Ça vous fait 200 euros pour parier. Vous avez aussi le bonus de bienvenue. Avec le code ORGE10, ça vous donne 10 euros en plus pour vous amuser, juste pour vous amuser. Bien sûr, il faut un dépôt minimum de 15 euros par carte bancaire si vous voulez que ce soit actif et que ça marche. Faites attention avec les jeux d'argent qui sont interdits aux mineurs et les jeux d'argent qui peuvent bien sûr créer de la dépendance, créer de l'addiction, créer des problèmes familiaux, des conflits financiers. Donc faites bien attention avec ça, on compte sur vous. Bien, messieurs, on va essayer de gagner le plus de temps possible parce qu'on a quand même pas mal de choses à se dire, je pense, aujourd'hui, pas mal de débats à faire sur les matchs qu'on a eus pendant ces 2 jours. Et on va commencer naturellement par ce Arsenal PSG, défaite 2-0 à l'extérieur. C'était à l'Emirates du Paris Saint-Germain. On a, ouais, en effet, pas mal de choses à voir parce que c'est vrai qu'il y a eu, eh bien, notamment ce qu'on peut appeler un peu une défaillance hein, de Gigio Donnarumma. Il y a eu le cas d'Embélé, bien entendu, et on a eu la sensation que ce Paris Saint-Germain n'était pas au niveau, tout simplement, n'était pas au niveau d'Arsenal qui a fait un match, on peut le dire, plutôt solide et un match assez convaincant. Pourtant, on le voit sur les statistiques, hein, possession du côté du Paris Saint-Germain, peut-être plus de frappe du PSG. Mais là, pour le coup, les statistiques veulent pas forcément, en tout cas, reflètent pas forcément ce qui s'est réellement passé sur le terrain. Bruce, quel a été ton sentiment sur ce match-là? Qu'est-ce que tu as pensé de cette prestation du Paris Saint-Germain? Et juste pour préciser avant, les gars, s'il y a un petit fond violet, c'est Kanto, normalement il devrait Ah oui, je l'ai arriver. oublié. C'est juste pour masquer, voilà, mais il devrait débarquer. Voilà, c'est de la faute à Kanto si c'est dégueulasse, quoi. Voilà, vous aurez compris. C'est que je l'ai zappé, Kanto, Ah carrément. Je non, l'ai mais on le dit zappé. au cas où, quoi. Ouais. Écoute, Braque, pas très surpris par cette victoire, on va dire, d'Arsenal ou cette défaite du PSG. Moi, de toute façon, vous me connaissez, j'ai quand même des réserves encore au niveau du PSG en Ligue des Champions. On en avait déjà parlé, pour moi, je les vois absolument pas top 8. Par exemple de ce classement parce qu'il y a encore des manques, hein, on va pas se mentir. Une première mi-temps, écoute, où, comme tu l'as dit, Donnarumma, bon, forcément, on le sait, dès qu'il entend la musique de la Ligue des Champions et que c'est des gros adversaires en face, très souvent, il passe à côté malheureusement. Et c'est vrai que c'est pas normal à ce niveau-là. Dès qu'il doit bouger un peu de sa ligne, il le fait pas ou il hésite. Et du coup, c'est catastrophique. Je veux dire, ok, Trossard, le taf qu'il fait, il n'y a rien à dire, même si la défense du PSG aide pas Donnarumma sur ce coup. Mais je veux dire, le ballon, il vient quand même d'assez loin. T'as le temps de faire quelques pas en avant et de venir contrer le ballon. C'est pas normal de se faire devancer comme ça par Havertz. Mais c'est pas la première fois, on est habitué. Donnarumma, ça se passe sur sa ligne. Le reste, jeu au pied ou dès qu'il faut sortir un peu de sa ligne, c'est un peu plus compliqué, c'est hésitant et souvent ça peut coûter des buts.
Et c'est un peu pareil, j'ai envie de te dire, sur le deuxième but, même si bon, tout le monde passe au travers, mais il peut aussi mieux faire, t'as l'impression. Donc voilà, on connaît en plus la force des coups de pied arrêtés d'Arsenal, donc t'es prévenu en plus. Donc voilà, tu te fais punir en première mi-temps comme ça, c'est le très haut niveau. Donc là, tu sens Arsenal forcément au-dessus du PSG. Et puis, bon, en deuxième mi-temps, ok, t'as le PSG qui pousse un peu, ok, ça tape les poteaux, c'est le 150e poteau sur les derniers matchs du PSG, mais si ça tape tout le temps le poteau ou ça fait des poteaux sortants, c'est qu'aussi il y a une raison à un moment, c'est qu'il y a peut-être un petit manque de justesse, que si c'est quelques centimètres du bon côté, bah ça fait but, ça fait poteau rentrant au but. Donc voilà, on le sait qu'il y a des limites à ce PSG-là, offensivement aussi. Il n'y a pas de top joueurs mondiaux. Voilà, il y a des bons joueurs. Il y a des joueurs en devenir, mais qui sont peut-être pas encore prêts pour le plus haut niveau aussi. Il leur manque encore des choses, on le sait tous. Donc voilà, encore trop de manque pour moi pour venir concurrencer, on va dire, ce qui se fait de mieux en Europe et encore plus Arsenal. Après la deuxième mi-temps, oui, le PSG a plus de situations, ça a poussé tout, mais pour moi, Arsenal était plus aussi en mode gestion. Voilà, avec ces deux buts d'avance, ils se sont rendus le match un peu plus facile. Et voilà, avec toutes les échéances qu'il y a, la fatigue, je pense qu'ils ont voulu gérer. S'ils avaient pris un but, je pense qu'ils auraient accéléré derrière pour essayer de remettre ce troisième but. Donc voilà, c'est un peu trompeur, je pense, on va dire, la fin de match du PSG, parce que je pense qu'Arsenal voulait plus essayer de gérer qu'autre chose. Ouais, je suis assez d'accord. J'ai pas senti en tout cas un Arsenal personnellement en grand danger dans cette rencontre-là. J'ai senti qu'ils étaient carrément maîtres des événements. Ça transpirait en Il tout cas pouvait dans jouer ce qu'on 4 heures le voyait. PSG, Braque, hier, enfin la dernière fois, et Avant-hier, ouais. t'as l'impression que ça allait pas marquer. Tu sais, cette sensation que ça peut durer 8 heures le match, ils vont Ouais. pas marquer, quoi. Ouais, c'était un peu ça. On a, je crois, récupéré Kanto, hein, du coup, on va essayer Sûr. de le connecter. Je suis là. Ah bah voilà, il est présent. On peut le Je rajouter à leur la cam ou rejoins. Je il vais le reste. rajouter. Ok. Bah, je l'ai pas Ça y est, rajouté. ça y est, Ah, j'arrive dans 2 Ah, t'y étais secondes. pas parce que j'ai ok. voulu afficher, Ah je me non, non, suis pris un flop. Ah ouais, mais casse-toi aussi, toi. hop, me voilà. C'est Je, bon? je- Ça y est, c'est bon, je suis là. Ah, ok. Nickel. Comment il va, Clark? Bah écoute, ça va. J'avais un petit contrôle technique matinal, donc voilà Ok. pourquoi j'ai quelques minutes de retard. Désolé pour le retard, mais me voilà. Il n'y a pas de problème. Bah Clark de écoute, bienvenue. Bourg-Palette. Ah ouais, j'avoue, très beau pull, hein. Bienvenue dans l'émission Kanto. J'en profite juste avant de reprendre les débats pour vous rappeler bien sûr que hors jeu, vous pouvez aussi l'écouter en podcast, hein, sur toutes les plateformes. Vous connaissez Deezer, Spotify, etc. Donc n'hésitez pas à rattraper l'émission si jamais vous l'avez manqué. Scipion, on enchaîne du coup avec toi. Est-ce que tu as eu toi aussi ce sentiment que eh bien, tu pouvais faire ce que tu voulais dans ce match-là? Il y avait quand même un vrai différentiel entre les deux équipes et que Arsenal était peut-être bien trop avancé dans son projet par rapport au Paris Saint-Germain. Ouais, exactement. Ça rappelle un petit peu le match de Newcastle dans un autre style parce que Newcastle t'avait battu dans l'intensité. Là, Arsenal, c'était dans la maîtrise. Et on a parlé des stats. Et je crois que Paris n'a eu que 0,30 d'XG, ce qui est pour un petit peu donner un ordre d'idée, son plus faible total en LDC depuis 60 matchs. Donc, au-delà de dire, bon, ils ont eu des barres, ils ont eu deux, trois situations. Et c'est vrai que la défense des Gunners leur a posé un vrai problème. Et finalement, ils ont su marquer sur une erreur de Donnarumma et un fameux coup de pied arrêté. Et puis sinon, après, en seconde période, ils ont essayé le ballon parce qu'ils se sont dit, on contrôle le match, on n'est pas mis en danger. Écoutez, on vous laisse venir. Alors c'est vrai que certains ont dit oui, Arsenal a fait de l'anti-jeu et tout, mais finalement, c'est quand tu es une grande équipe, tu peux aussi te permettre de faire ça. Et le PSG n'avait vraiment pas ce luxe-là dans l'autre sens parce que c'est là que tu vois, il y a des manques. Et voilà, forcément, on va venir sur les quelques petits débats parce que Luis Enrique, je veux bien qu'il ne veuille pas expliquer sa tactique à des journalistes, je veux bien qu'il reste dans son monde, mais il y a quand même des choses, moi, qui m'interpellent dans ce PSG-là. Au-delà du mercato, c'est aussi l'utilisation de certains joueurs. C'est pourquoi est-ce que Nuno Mendes est aussi bridé, alors que voilà, on sait que c'est un excellent contre-attaquant, c'est un joueur qui peut te poser des problèmes s'il accélère et tout. Je pense qu'il aurait pu poser des problèmes quand même à ces Gunners-là. Je L'utiliser l'ai en quand même troisième. vu un peu plus offensif, Scipion, moi, sur ce match-là, par rapport à Gérone. En tout cas, Gérone, je l'ai senti Ouais, vraiment complètement enfermé dans sa moitié de terrain, mais sur ce Mais match-là, parce que j'ai eu t'es l'impression mené qu'il montait un peu aussi. plus. Parce que t'es mené aussi, t'as moins de choix, quoi. c'est mené, mais Hakimi a beaucoup plus de liberté que Nuno Mendes. Alors que pour moi, tu vois, Nuno C'est vrai. Mendes, justement, Ouais. c'est une arme que tu sous-exploites. Désiré Doué, balancé dans ce genre de match, évidemment, c'est beaucoup trop tôt. Je pense que ça s'est ressenti quand il est sorti au bout d'une heure de jeu. Quand Gingli faux neuf, ça marche pas. C'est comme Asensio en Ligue 1, ça peut te faire le taf. Mais en LDC, ça pardonnera pas. Et puis Vitinha qui revient de blessure, c'est trop tôt. Donc c'est vrai que là, pour le coup, Luis Enrique, je suis plutôt quelqu'un qui l'a longtemps défendu. Je trouve que sur ce match-là, sur sa manière d'aborder le truc, ce qui s'est passé avec Ousmane Dembélé, voilà, c'est un fait de vestiaire. Voilà, on reviendra pas là-dessus. Mais je trouve que la manière de préparer ses joueurs et son plan pour essayer d'aller chercher Arsenal, je trouve il s'est trompé là-dessus. Ouais.
Ouais, moi, je reviendrai peut-être après sur Luis Enrique parce que j'ai 2-3 trucs à Aïe, aïe, dire. aïe. 2-3 trucs Ah, il y a un qui me... débrief, il y a un débrief Hein? salé? Il y a un Ouais, débrief salé? c'est pas vraiment un débrief salé, mais c'est plus en fait euh, pas non plus un ras-le-bol, mais j'ai peur de certaines choses avec lui. J'ai peur de son caractère en fait par rapport à ce qu'il fait. Je trouve que c'est pas mal depuis quand même son arrivée. On sent on essaye d'amener un personnage qui va asseoir de l'autorité et qui va véritablement tenir la barque, mais il y a des choses parfois où tu peux avoir tendance à un petit peu te compliquer la vie et je trouve ça dommage parce qu'il y a vraiment de quoi faire et je trouve que c'est un petit peu dommage de s'encombrer avec tout ça. Certes, voilà, ce qui s'est passé avec Dembélé, en effet, c'est comme tu l'as dit, un fait de vestiaire. Mais T'as le apparemment, ça droit, disait t'as que le droit c'était de un sanctionner. retard, non? Oui, apparemment, il arrive Si en c'est retard en ça, fait le tu peux. dimanche Bah, tu peux pas lui après le donner match. tort, hein. Tu peux pas lui donner Non, mais tort. en fait, je lui Si donne c'est pas tort ça. sur ça, mais c'est sur d'autres choses où je Oui, ça, je reviendrai suis là-dessus. d'accord. Ouais. Quanto, on enchaîne avec toi. Pareil, hein, comme avec les gars, je te demande ton sentiment sur ce match. Quelle impression t'as laissé cette prestation du PSG? Bah déjà, pas étonné. Pas Ouais, étonné parce que la question essentielle qu'il faut se poser pour le PSG, c'est pour ça que lundi, j'étais en train de tempérer un petit peu en disant est-ce que ce match finalement est si important que ça pour le PSG? Est-ce que si ce PSG-là perd face à Arsenal, on va leur en tenir rigueur? ouais. Je pense que la réponse est non. Comme l'a dit Bruce, si tu regardes un petit peu euh, les pronostics et les prédictions que tu peux avoir pour le PSG, est-ce que beaucoup de personnes les mettent dans le top 8? Pour ma part, non. Donc si je ne les mets pas dans le top 8, c'est que j'estime que le PSG ne gagne pas ce genre de match-là, notamment face à Arsenal. Et si après je vous pose la question, notamment aux supporters parisiens ou alors aux fans de foot en général, est-ce que cette année, le PSG est taillé pour gagner la Ligue des Champions? Parce que je pense qu'on peut sortir 4-5 effectifs qui peuvent éventuellement la gagner, mais pour moi, le PSG n'en fait pas partie. Arsenal est peut-être plus un prétendant à la Champions League avec une équipe plus jeune, avec un parcours. Bon, l'année dernière, ils se sont peut-être un petit peu émancipés de ce bon, c'est bon, on est de retour à ce stade-là de la compétition, ça va être dur d'aller plus haut, nanani, nanana. Là maintenant, on a le sentiment qu'Arsenal, c'est bon, ce cap-là est franchi. Maintenant, ils vont peut-être essayer d'aller plus haut. Peut-être pas jusqu'à gagner la Ligue des Champions, mais pour moi, aujourd'hui, Arsenal est une équipe bien plus complète et bien plus solide que ce Paris Saint-Germain-là. On va pas parler de l'adversité également d'Arsenal qui, en Ligue des Champions, euh, jouent ce genre de match-là, alors que eux, ils ont peut-être plus de matchs à haute intensité en première ligue que le PSG en Ligue 1 pour pouvoir se tester éventuellement. Ça, c'est un débat qu'on a déjà depuis plusieurs années. Et il y a une réalité, c'est que les équipes anglaises, oui, ont tendance à pouvoir mieux se préparer que des équipes d'autres championnats qui surdominent. Et tu l'as vu notamment hier avec ce match entre Aston Villa et le Bayern Munich, où tu vois que bah, ces équipes anglaises, elles sont prêtes pour jouer déjà C'est pas la les même gros d'Europe. intensité, hein. Voilà, c'est pas exactement. Mais tout ça, voilà, pour dire que moi, non, je suis pas étonné. Certes, Luis Enrique a voulu jouer peut-être un petit peu plus offensif qu'à son habitude, mais comme vous l'avez précisé, c'est aussi parce qu'il est mené au score. Donc, tu vas pas continuer à jouer bloc bas, à faire tourner correctement pour gagner le match si tu es en train de le perdre. Mais j'ai pas pour autant vu, au-delà du poteau de la transversale, j'ai pas pour autant vu une équipe du Paris Saint-Germain qui offensivement, avait des schémas et des circuits qui lui permettaient de mettre réellement en difficulté cette équipe d'Arsenal. J'ai pas vu d'immenses leaders côté PSG. C'est vrai qu'on fait de Bradley Barcola un gros leader depuis le début de la saison. Maintenant, sur ce genre de match-là, est-ce qu'il est capable, lui, avec une récurrence jusqu'à la fin de la saison, d'être l'homme fort du Paris Saint-Germain face aux grands d'Europe? J'en suis pas certain. C'est un excellent joueur, hein, mais peut-être pas encore prêt pour avoir la régularité face à tous ces grands d'Europe. Et non, moi je suis franchement pas étonné de voir le PSG s'incliner. Pour moi, la marche est un petit peu trop haute. Il faut continuer à les laisser travailler. Ils seront barragistes quoi qu'il arrive. Certes, il y a ces ambitions de top 8, mais j'ai un petit peu du mal à croire en ce top 8 parce que moi, le PSG, je ne les mets pas parmi les 4 ou 5 favoris en Champions League. Donc pour moi, c'est un résultat juste logique. Ouais, c'est un peu un des débats qui a animé la sphère footballistique vis-à-vis du PSG. C'est un peu ça, en fait. Est-ce qu'on peut en vouloir au PSG, là, de perdre contre Arsenal, sachant que c'est une équipe qui est en train de travailler sur un nouveau projet, en tout cas, ou est-ce qu'on peut quand même leur tomber dessus parce que bah, la prestation est insuffisante, parce que c'est pas assez abouti, parce qu'il y a encore beaucoup de carences? C'est un peu les deux sons de cloche que j'ai cru entendre, moi, Après, personnellement, Braque, Mais justement.
C'est pour ça que je Perso, vous pose un peu la question. non, mais l'histoire du projet, ça fait 100 ans. À chaque fois, on dit nouveau projet, nouveau projet, Mais nouveau projet. Au bout d'un moment, il serait temps qu'on non, passe à autre chose, peut-être. Ah, donc toi, t'es pressé. Toi, tu mais veux les Mais non, voir mais c'est pas direct. pressé. Mais le non. PSG a quand même des fonds incroyables. Je veux dire, il y a de quoi faire et ça fait longtemps. Même si là, on a compris qu'il n'y avait plus de big stars. Ok, mais à chaque fois, l'excuse de oh, on part forcément sur un nouveau projet. Non, il y a une réalité qui est là, comme l'a dit Kanto. Le PSG a ses limites et on le savait. Le PSG, je sais même pas si aujourd'hui tu me demandes, je pense même pas que je les mets top 8 européen, je te dis la vérité. Donc pour moi, le PSG, c'est aux portes du top 8 européen, donc max quart de finale. Arsenal, c'est un prétendant au dernier carré, par exemple, pour moi, qui peut finir dans le dernier carré, c'est une possibilité. Donc c'est les limites de ce PSG-là qu'on connaissait déjà. Il y a quasi pas de top joueurs dans cette équipe. Toutes les autres équipes, il y a des top joueurs quasiment à toutes les lignes, à tous les postes. C'est pas le cas du PSG. Et puis là, sur le match, tu peux en vouloir dans le sens où tu as un Donnarumma qui a quand même s'il n'a pas 40 ans, il est encore assez jeune, mais qui a de l'expérience, qui a eu pas mal de choses. Comment tu peux à chaque fois donner C'est des pas matchs normal, comme ouais. ça? Je veux dire, au bout d'un moment, c'est une honte absolue parce que tu peux être en difficulté, mais il y a perdre et perdre. Pour moi, le PSG, ils peuvent faire quand même un peu mieux que ce qu'ils ont montré contre Arsenal. Avec les limites qu'ils ont, tu dois faire mieux. Et c'est pas en donnant des buts comme ça que tu es prêt à faire quoi que ce soit contre des tops équipes. Donc c'est là-dessus où j'en veux quand même au PSG, c'est qu'il y a quand même un peu mieux à faire, quoi. C'est pas normal à ce niveau-là. Après chaque année, on répète les mêmes choses, les mêmes erreurs, c'est toujours la même histoire contre des bonnes équipes. Donc à un moment donné, faut peut-être progresser là-dessus un minimum, quoi. C'est un peu ça, moi, Kanto, tu voulais réagir, ouais. Ouais, bah ouais, parce qu'en fait, on nous parle de nouveaux projets. Il y a une réalité, oui, c'est un projet qui est un petit peu nouveau, avec un recrutement de jeunes joueurs, peut-être un petit peu moins de stars. Hier, on m'a même dit c'est un projet français. Bon, quand moi je vois la feuille de match et la compo du PSG, bon, il n'y a pas tant de Français que ça. Il y en a quelques-uns, certes, mais on sent qu'il y a une nouvelle stratégie en termes de recrutement et avec l'arrivée de Luis Enrique. Maintenant, ce qui me gêne, moi, dans ce fameux nouveau projet du PSG, c'est qu'on essaye de venir euh, légitimer premièrement ce nouveau projet et surtout minimiser l'impact des ratés qu'il y a eu dans le passé. C'est-à-dire que euh, finalement, quand tu regardes la liste des entraîneurs du PSG ces dernières années, pour moi, il n'y a pas beaucoup d'erreurs de casting. Il y a Pochettino et peut-être Laurent Blanc qui est un peu light. Et encore qu'on peut avoir un débat autour de Laurent Blanc. Et finalement, quand Ancelotti était là, c'était un nouveau projet. Puis derrière, tu arrives avec Unai Emery. Ah, ça y est, là maintenant, on a Unai, on a un entraîneur qui est capable de taper du poing sur la table. Il a une vraie philosophie de jeu, il a une expérience européenne. Là, ça va le faire. Il y a Galtier, c'est vrai, également. Derrière, tu passes à Tuchel. Ouais, Tuchel, alors lui, attention, parce que lui, il avait de la poigne en Allemagne. Thomas Tuchel, il y a une expérience. Là, c'est un nouveau projet. Maintenant, on a un entraîneur qui a des couilles. Et là, c'est ce que j'entends maintenant sur Luis Enrique. Ouais, maintenant, on a un entraîneur qui a des couilles. Il est capable de mal parler à la presse. Il est capable de mettre des mecs au placard. Luis Enrique, enfin, on voulait depuis des années un entraîneur avec de la poigne, et enfin on l'a. Mais la réalité, c'est que non. C'est que tous les entraîneurs ont eu de la poigne au PSG jusqu'à ce qu'ils perdent un petit peu le fil et que Nasser Al-Khelaifi prenne les devants avec Campos plus récemment et qui commencent un petit peu à mettre leur entraîneur en difficulté. Et ça sera la même chose avec Luis Enrique. Le jour où Luis Enrique sera un petit peu contesté par le staff parisien et par l'organigramme parisien, eh ben Luis Enrique, il aura moins de poigne. Et à ce moment-là, ça sera libre à lui de partir ou de rester. Mais Luis Enrique sera contesté. Et derrière, le nouvel entraîneur, on va dire ah, ça y est, on a un nouvel entraîneur qui a de la poigne. Et en fait, moi, c'est ça qui me dérange avec cette formule nouveau projet c'est qu'à chaque fois, on essaye de minimiser les échecs du passé parce qu'on part sur quelque chose de nouveau. Alors là, il y a quelque chose qui est légèrement nouveau. C'est le recrutement, mais attention quand même à ne pas trop en faire avec ce fameux nouveau projet, parce que ça fait déjà presque entre 10 et 15 ans que tu es là avec des fonds quasiment illimités pour recruter et que finalement la sauce ne prend pas. Tu as fait une finale de Ligue des Champions, certes, bravo, mais ce n'est peut-être pas suffisant. Et voilà, moi ça me dérange un petit peu de tout le temps soulever cet argument-là, à se dire oui, est-ce qu'il faut leur laisser du temps en l'état, oui, il faut laisser du temps, mais en réalité, de facto, si tu prends le projet depuis sa création, ça fait déjà beaucoup de temps qu'on laisse du temps, tu vois, et au bout d'un moment, il faut arrêter de prendre les supporters parisiens pour des cons, et il faut arrêter également, on va pas en parler parce que je pense que je vais sortir de mes gants, mais la sortie médiatique de Luis Enrique derrière est complètement lunaire. Bon, en conférence de presse, il s'est un peu rattrapé, mais la sortie avec Margot Dumont est absolument lunaire. Le mec est là pour nous expliquer qu'il n'a pas de compte à rendre parce que les journalistes sont trop cons, parce que les fans du PSG sont trop cons et parce que les fans du foot sont trop cons pour arriver à comprendre. Et lui, c'est le seul qui est capable de comprendre et pourtant, il va à Arsenal, il se fait tabasser sur le score de 2-0. Mais bon, apparemment, si lui il comprend et il arrive à perdre contre Arsenal, peut-être que toi aussi tu as fait des fautes. Viens en interview, dis soit moi j'ai eu un plan de jeu et mes joueurs ne l'ont pas respecté, soit je me suis trompé, c'est ma faute, je prends sur moi, mais il faut arrêter sans arrêt
de venir dire que tu n'as rien expliqué si tu as des comptes à rendre. Pourquoi? Parce que tu as les supporters du PSG qui payent leur place, tu as les supporters du PSG qui se déplacent, tu as les supporters du PSG qui achètent du merch avec des maillots, avec des mugs, avec des t-shirts, avec beaucoup de choses. Et tu as des supporters qui se sacrifient et qui mettent de l'argent pour soutenir leur club. Donc derrière, oui, il faut rendre quand même un petit peu des comptes. Et c'est pas que rendre des comptes à des journalistes. Comme j'ai expliqué plusieurs fois, il y a journalistes et journalistes. Il y a des journalistes qui vont chercher la petite bête et qui vont poser des questions de merde juste pour créer du conflit. Eux, que tu les nexes, d'accord. Par contre, quand Margot Dumont te demande le cas Dembélé, tu t'es trompé ce soir, tu n'avais pas Ousmane Dembélé, est-ce que tu vas le réintégrer, oui ou non? Ça, je pense que c'est quand même légitime de devoir répondre à ça quand tu sors d'un gros bras de fer et que finalement c'est un bras de fer perdu parce que tu ressors avec une défaite. Et quand derrière elle pose une question sur la tactique, elle n'est pas là pour Kanto. l'emmerder, elle est là pour lui parler de tactique. Et moi, Ok. en tant que fan de foot, même si je ne suis pas supporter du PSG, je suis supporter de l'OM et tout le monde le sait, j'ai envie de comprendre ce que Luis Enrique, tactiquement, a essayé de mettre en place pour pouvoir bousculer cette équipe d'Arsenal. On sait que cette équipe d'Arsenal, quand tu te livres un petit peu trop, elle va t'exploser et elle va t'exploser en contre. Et ben c'est finalement ce qu'ils sont arrivés à faire. On sait que Gigi Donnarumma... Kanto, t'es long là. Hein. Kanto, il faut laisser la C'est main. pas aussi, de hein. long. Ah ouais, faut laisser la main un peu. Le Pavlard. C'est intéressant, mais le laisse pas un peu la aller. main parce que sinon on n'aura pas assez de temps. Et ben on continue à faire les mêmes erreurs et au bout d'un moment, il va falloir arriver à corriger tout ça. Tu peux rajouter Ok. un tout petit truc, juste moi, que je fais Vas-y, concis. Non, mais c'est rajoute, juste vas-y, pour dire, rajoute. moi, là où je suis. Enfin, je suis pas d'accord avec Luis Enrique sur ce coup-là, avec Margot Dumont et tout, ça a été honteux, moi je suis d'accord, mais le truc c'est qu'on découvre pas Luis Enrique, c'est pas la première fois, entre guillemets, tu vois, où des fois ça peut être limite. Là où il a pas complètement tort, c'est que par contre, il y a beaucoup de journalistes qui disent beaucoup de la merde et qui sont à la rue complet, il faut le dire, et des fois tu te demandes, ça regarde un minimum les matchs de foot, et je pense que il y a un agacement peut-être général, et même leur volte-face, et ça retourne la veste toutes les semaines sur le PSG ou d'autres trucs, un coup c'est les meilleurs, la semaine d'après, lui c'est le plus... Moi, je suis désolé, la presse de manière générale ou beaucoup de monde autour du foot, moi je trouve que c'est assez catastrophique aussi. Après, ça justifie pas, bien sûr, comment il a répondu. Et là, lui, il a été honteux sur le coup. Mais par contre, moi aussi, j'ai un ras-le-bol là-dessus, pour de vrai. Voilà. Ouais, Scipion, on te laisse la main aussi un peu, du coup, sur cette idée du PSG et de son fameux projet et de ses entraîneurs un peu successifs. On te laisse un peu développer là-dessus. Parce que t'as enchaîné Non, un peu tout à je l'heure. vais pas faire trop C'est long, long parce que c'est long. je sais que tu avais envie de parler de Ah, mais de Kanto, Luke t'as Shaw, été de vraiment long, hein, son équipe. vraiment. Vas-y, Le, Scipion. le tunnel du Mont Blanc, Kanto. Ah, Mais je crois que vous nous écoutez pas parler, vous des fois vous rentrez dans des tunnels. Non, mais on- t'inquiète. Pourquoi tu nous attaques, Kanto? On non, rigole. non, mais tranquille, mais c'est juste que c'était un peu long. Vas-y. Non, quand tu regardes la jeunesse de l'équipe parisienne sur cette saison, tu peux comprendre l'idée d'aborder un nouveau cycle de 3-4 ans avec Luis Enrique, de préparer l'équipe à pouvoir gagner la LDC. Sauf que mine de rien, c'est un PSG qui a énormément dépensé et au bout d'un moment, je vais te dire, le banc du PSG, après avoir injecté 500 millions d'euros depuis l'été 2023, Fabian Ruiz, Randal Colomwani, Marco Asensio, Seny Mahelou, Lucas Beraldo, Milan Skriniar, Mathieu Savonov, Yoram Zagué, Noufel El Anache, Ibrahim Mbaye, Arnaud Tenas. Est-ce que c'est normal après 500 millions d'avoir Ah, un là, on va banc gagner la aussi LDC, faible? là. Bruce l'a dit, c'est même pas top 8, mais au bout d'un moment, c'est bien aussi d'avoir la profondeur. Alors oui, hier, le Bayern a perdu, mais regarde leur banc, compare. Au bout d'un moment, s'il faut aussi jouer de la concurrence, je veux bien qu'on fasse un mercato limité, qu'on veuille développer les joueurs actuels, mais honnêtement, au bout d'un moment, ouais, peut-être que ça a manqué un petit peu de talent. Et quand je dis talent, je pense qu'il faut dissocier ça de stars. Est-ce que ce PSG-là a besoin, comme dans toute son histoire, d'avoir des grandes stars mondiales? Peut-être pas forcément, mais des mecs, voilà, un peu plus. Voilà, c'est toujours la même rengaine, mais un joueur du type de Bruno Guimaraes, c'est pas une star mondiale, mais c'est un joueur plus qui t'apporte. Et c'est vrai qu'à chaque ligne, j'ai l'impression. Ouais, mais tu sais que c'est compliqué d'aller chercher. Oui, mais Braque, il a raison, Pipion. Regarde, par exemple. Je suis d'accord. Non, mais regarde Bruno Aston Guimaraes, on a Villa bien compris que avec c'était un difficile. entraîneur qui est passé par le PSG, ce que tu veux, ça bosse bien ces derniers temps. À la base, t'as pas 150 noms où c'est censé être des big stars, mais l'équipe, il se passe quelque chose, ça progresse, c'est carré, tu vois, tu comprends ce qui se passe. Le PSG, tu comprends pas, t'es pas obligé de ramener tous les plus grands noms de la planète pour forcément avoir un truc de fou. Tu peux bien travailler comme ça, il y a des très bons coups à faire, des bonnes choses. Faut juste qu'il y ait un projet et avec un entraîneur, tu lui laisses du temps et que chacun fasse son taf. Là, j'ai l'impression qu'avec cette direction, etc., on le répète chaque année, j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, ça se passera jamais bien au PSG. Mais bon. C'est ça, t'as pas voulu aller sur Gvara, t'as pas voulu aller sur Osimhen, même un Lookman, quand tu vois ce qu'il réussit à faire avec l'Atalanta, encore une fois, moi je trouve qu'au bout d'un moment, ça va peut-être te manquer un petit peu. Après, si on me dit, et si le discours, il est réel, c'est ce PSG-là va bosser d'ici 2-3 ans pour bâtir une équipe
très compétitif pour remporter la Ligue des Champions, je veux bien y croire, mais encore une fois, tu as tellement dépensé que avoir cet effectif aussi faible aujourd'hui, c'est pas normal. Et après, avant de te laisser la parole, Kanto a dit quelque chose de très très juste. On a parlé de beaucoup d'entraîneurs, mais comment est-ce que Nasser peut être encore en poste après 13 ans et autant d'erreurs? Enfin, ce mec-là, je veux bien qu'il parle et qu'il fasse 2-3 vannes en conférence de presse, mais c'est quand même, je pense, le summum de l'incompétence. Au bout d'un moment, il faut le dire, c'est pas normal que le PSG ait un président aussi faible, et quand tu vois l'état de l'équipe actuelle, quoi. Tu gagneras jamais rien, Pipion il a tout dit, tu gagneras jamais rien avec un mec comme ça à la tête du PSG. Moi j'en suis convaincu depuis le début. Ok. Passons maintenant au top et flop de cette rencontre. Comme ça, après, on pourra passer à l'autre match. Un match qui a été peut-être un petit peu plus cool pour les clubs français. Le LOSC contre le Real. Bruce, toi, dans ce match-là, qu'est-ce que tu as envie de mettre en avant? Qu'est-ce que tu as envie de, entre guillemets, descendre sur cette rencontre? Pourquoi descendre? Non, mais quand je dis descendre, façon de parler. Flop, quoi, en gros. Non, mais déjà, Lille, immense respect, parce que voilà, on le sait très bien que le Real n'a pas toujours besoin de bien jouer à l'image de ce début de saison, mais ils perdent quand même jamais, tu vois. C'est voir le Real perdre, c'est quand même un petit événement, on va pas se mentir, parce que ça arrive jamais, même quand ils sont dans le dur, ils arrivent toujours à s'en sortir. Et Lille, honnêtement, immense respect. Déjà, pour un club français, battre le Real, ça c'est incroyable. Puis en plus, le Real, bah, c'est tenant du titre, tout simplement. Donc c'est Ah, pas mais là, on rien. parle pas de l'île réelle, là, on parle Tu parlais du de PSG, quoi? poteau. Mais non, mais Mais les Ah, il je va crois que tu me parler parlais de Lille Real. Ah, je Bah suis non, mais non. parti en vrille. Dis après. Mais poto, on va faire 40 minutes sur le PSG et les autres Mais clubs. non, on fait les top et flops et on passe au Oh, Real oh, et je à suis Lille. parti en couille. Ok. Ah oui. Ouais, ouais, j'ai brillé, je Ah pense. oui, À Lille. t'es perdu là. Tu me disais top et flop? Oui, top et flop, ouais. Bah, Donnarumma flop, bien Ok. évidemment. Mais c'est que les gars, à Paris, on en parle tout le temps, on a déjà tout dit. Je voulais parler de Lille, c'est plus intéressant. Voilà, bon, j'ai brûlé les étapes. Donnarumma en flop. Bon, peut-être Luis Enrique, parce que voilà, sur des choix, tu vois, par exemple sur Doué et tout, tu l'envoies un peu au casse-pipe. Déjà, il a très peu de temps de jeu en Ligue 1, tu vois, tu l'envoies au casse-pipe. Donc pour moi, c'était peut-être pas le meilleur choix. Donc Luis Enrique. Il y a après, en termes de top, en top, je sais pas, bah, on va dire, il va partir du côté d'Arsenal. On reste que sur le PSG là, parce que Ah, je niveau pense. Non, top non, sur. mais c'est T'as c'est pas de sur le show. match, hein. Pour moi, pour rester sur le PSG, à l'image de ce qu'il fait depuis le début de saison, t'as pas de show qui a fait son taf. Voilà, lui, c'est une des petites notes positives, on va dire, ce début de saison côté PSG, c'est quand même pas de show. Voilà, et après, bon, bah, le PSG de manière générale était dépassé, quoi. Enfin, Quant surtout en au première mi-temps. top et flop sur cette rencontre, tu vois qui? Bah, pareil, Donnarumma, c'est le gros flop pour moi côté PSG. Après, le PSG fait pas non plus un match cata. J'ai pas d'homme trop faible à sortir de là-dedans. Maintenant, au global, le milieu de terrain, j'aurais préféré une prestation d'une autre gamme. Voilà, dans Mhm. l'ensemble. Ok. Et Scipion, du coup? Ouais, bah, flop, Donnarumma, parce que c'est pas normal pour un gardien censé être, voilà, dans l'élite de son poste, d'être, aussi flemmard et de faire des erreurs, à ce niveau-là, de manière régulière en LDC. Et en top, il est sorti à la mi-temps, il a que 5, mais j'ai adoré, Timber, notamment l'action où il Ouais. arrête Barcola et Ouais. tout. Je trouve que c'est un joueur, qui sort d'une saison compliquée l'an passé parce qu'il a eu les croisés, il est revenu très tard. Mais là, cette année, de ce que je vois à Arsenal, il est, assez costaud. Donc, ça me plaît bien cette défense à 4 avec, 4 centraux de la part d'Arteta. Ouais, moi, c'est ce que j'ai bien aimé en tout cas du côté d'Arsenal, c'est vraiment les deux latéraux, Calafiori et Timber. Je trouvais que leur match, il était vraiment très intéressant. Et c'est vrai que parfois on se dit, mais oui, il y a cette volonté de vouloir toujours mettre des centraux en latéraux. Mais finalement, je trouve que eux, en fait, ils apportent aussi offensivement, et ils apportent une certaine stabilité qui sert vraiment l'équipe et qui permet à l'équipe d'être encore meilleure. Donc franchement, j'ai beaucoup apprécié. On met ce match de côté, du coup, les gars. On avance, on passe maintenant à ce match du LOSC. Belle victoire, très très belle victoire du LOSC 1-0. On va revenir dessus. Et c'est vrai que on a senti, Kanto, un Real Madrid vraiment très faible, pas du tout inspiré hier. Pas le gros Real, en tout cas, qu'on connaît. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ouais, plutôt d'accord avec toi. Un Real qui a été peut-être en difficulté pour arriver à créer. Après, sincèrement, c'est pas si étonnant que ça hein, quand on voit le début de saison du Real Madrid, même si depuis quelques temps, on sentait qu'offensivement, on commençait à arriver à mettre quelque chose en place. Notamment sur les sorties face à Stuttgart en Champions League, face à l'Espagnol en championnat. Mais ce week-end, non, c'est le week-end dernier où face à l'Aves, ils mènent 3-0 et finalement ils perdent un peu le fil. Face à l'Atlético, il y a ce résultat nul.
cette année, on n'a pas le sentiment d'avoir un Real Madrid qui est encore en mode tueur et qui a la capacité de mettre son jeu en place correctement. Et là, pour le coup, les Lillois sont arrivés à quand même bien les brider. Euh, donc, c'est un pari réussi de la part du LOSC. On sait que de toute façon, dans cette formule, les équipes ont du temps. On sait que les matchs à l'extérieur sont quand même toujours difficiles. Même si voilà, on peut parler d'exploit de la part du LOSC d'arriver à s'imposer face à ce Real Madrid là. Mais non, c'est pas encore. Je suis d'accord avec toi. C'est pas un Real Madrid qui fait peur à l'heure actuelle. Et je pense qu'il va falloir leur laisser du temps et pas les enterrer, pas les juger trop rapidement. On sait que le Real, quoi qu'il arrive, seront là quand il faudra être là. Mais aujourd'hui, c'est pas encore un Real qui fait peur. Après, quand tu regardes la compo, euh, tu te retrouves avec un Jude Bellingham qui alterne un peu le chaud et le froid et qui, d'un autre côté, revient de blessure où il a été en arrêt, notamment pendant une bonne partie du mois de septembre. Même si là, il a enchaîné quelques matchs. Tu as Hendrick qui, pour moi, aujourd'hui, n'est pas encore un titulaire incontestable en Ligue des Champions. Donc non, tu te retrouves avec un Real où je suis pas forcément étonné d'avoir vu le LOSC bousculer ce Real Madrid. Ouais, et moi même pour en rajouter une couche sur Bellingham, c'est marrant, non, je veux pas lui tirer dessus gratuitement, mais j'ai vraiment eu l'impression qu'il a passé son temps à courir derrière le ballon, à courir derrière, ouais c'est ça, à tacler, à courir derrière les joueurs lillois. Vraiment, mais ça fait 6 mois qu'il est comme ça, Jude, à peu près. Qui court après le ballon. Sincèrement, ça fait 5-6 mois, mais réellement. Ouais, je l'ai trouvé vraiment dans le mal et personnellement, c'est pas exactement ce que j'attends d'un Jude Bellingham. Scipion, du coup, sur ce match-là, alors le chat, on se calme hein, quand je dis le Real très faible, évidemment, on n'a pas reconnu le Real hier. On va parler du LOSC, on va le dire, hein, que le LOSC a fait un match exceptionnel. Croyez pas que si on dit qu'une équipe est faible, ça veut dire forcément que le match a été gagné par ça. Évidemment que le match du LOSC est tout simplement incroyable. Scipion, ce match justement des Lillois, qu'est-ce que t'as aimé? Braque ta caméra, refresh-la peut-être, je crois, et lag un peu. T'as du ping. Légèrement. Ping, merde. Ok, attends. Vas-y, Pipion, tu peux. Ouais, en attendant que tu règles tes petits problèmes techniques. Non, encore un match dans la légende européenne de Bruno Genesio, parce que on l'avait déjà vu contre City, on l'avait déjà vu sur d'autres moments. C'est un entraîneur qui est capable, sur un match, vraiment de s'élever et de produire collectivement quelque chose de très très fort. Et c'était le cas. Et pourtant, quand tu vois le milieu de terrain du LOSC, on va dire André Boadi face à Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, tu pensais qu'il y aurait une vraie infériorité numérique. Et je me suis dit, sur les compos, c'est quand même un vrai risque et tout. Et en fait, la quantité ne veut pas dire la qualité. Et sur ce match, j'ai trouvé que le double pivot André Boadi a fait un match exceptionnel, vraiment hyper propre, très intéressant. Et c'est surtout en fait l'absence de pressing du Real qui a permis à Lille, je pense, de prendre confiance au fur et à mesure de la rencontre, de se dire bah tiens, c'est peut-être possible. Et tu sais, quand il y a eu la double occasion de David, je me suis dit c'est ce genre de moment, tu vois, s'ils marquent pas derrière le Real, ils vont te punir et tout. Mais c'est pour ça que c'est quand même un vrai exploit, parce que c'est une équipe qui était invaincue depuis tellement longtemps, depuis je crois c'était janvier dernier contre Atlético en 120 minutes, plus d'un an en 90. Donc tu vois, pour battre le Real sur un match sec, c'est quand même assez... C'est costaud quoi, enfin c'est pas un match, faut pas banaliser ce qu'a fait le LOSC hier, quand bien même le Real était dans un jour sans, c'est vrai, quand même le Real avait Mbappé, Rodrigo sur le banc, franchement c'est un match qui restera dans l'histoire du LOSC qui a sorti un match vraiment très complet, très intéressant, voilà, les joueurs un peu plus comme Thiago Santos et Zegrova, ils nous ont offert quelques résultats techniques, et puis forcément Lucas Chevalier, alors certains ont dit il était sur les tirs et tout, non franchement il y a quelques actions à la fin du match, les 3 pour les sortir d'affilée, il faut quand même être hyper concentré, c'est la marque des grands. C'est pour ça que là, dans une petite demi-heure, j'espère que notre ami Didier Deschamps le retiendra dans la liste de l'équipe de France, parce que c'est un gardien qui mérite. Et puis voilà, juste les supporters lillois qui fait ces genres de moments qui n'arrivent pas tous les jours. Et surtout, quand tu perds contre le Sporting et que tu prends tes points là, tes premiers points contre le Real, c'est vrai que maintenant, tu peux peut-être envisager, même si on sait que Candré du LOSC sera compliqué, parce qu'il y a aussi Liverpool, il y a la Juve, il y a l'Atlético. Lille, là, a fait quand même un bon petit pas vers pourquoi pas les barrages, donc c'est une très très bonne nouvelle. C'est long, Scipion. Non, je rigole. Le gamin qui est sur tout le monde. Dès qu'avec va parler depuis 2 minutes, ça va pas. Ah ouais, mais toi on ne voit toujours pas, je sais même pas pourquoi tu brailles. Je sais pas ce que ma cam elle me fait. Remets, même s'il y a de la latence, c'est mieux peut-être. Non, ce sera pas joli, hein. Franchement, là c'est compliqué. Bon, mais non, mais je suis là par la voix, vous inquiétez pas les gars. Je peux enchaîner? Ouais, vas-y si tu veux, si t'es chaud. Déjà, je commencerai par dire que le meilleur Mbappé a gagné le match, même s'il n'était pas forcément là. Voilà, je commencerai par ça. T'es bien sapé en tout cas.
Ensuite, non, bah Lille, Pipion il a tout résumé, le milieu de terrain c'était bluffant. À part peut-être la perte de balle, Boady, ça fait Oui. écouter un but, c'est le seul truc, mais sinon le match qu'il fait c'était extraordinaire. Extraordinaire, et André aussi incroyable au milieu, ils ont fait un bien fou les deux. Enfin, tous, même la charnière a fait le taf. Zegrova, il nous rappelle à chaque fois que c'est un joueur capable de faire des diffs énormes. Et voilà, quand il rentre sur son pied, on connaît. Bien évidemment, et dans l'ensemble, t'as l'impression que Lille, ça peut marcher quand même pas mal à la motivation, hein. Sur un match comme ça, tu vois, l'état d'esprit, tout était parfait. Et ils ont sorti un très gros match. Alors après, le Real en face, on n'est pas tant surpris, j'ai envie de te dire. Moi, je pensais vraiment que Lille était capable d'accrocher un gros à la maison. Parce que Lille, c'est quand même une équipe avec de la qualité. Et dans un bon jour, dans un bon soir, ils peuvent quand même poser beaucoup de problèmes à une grosse équipe. Donc moi, je me disais que c'était une possibilité. Après, je voyais quand même le Real, hein, je ne vais pas faire le mytho. Mais voilà. Et le Real, pour le coup, c'est quand même un début de saison assez catastrophique parce que, bon, on va pas remettre sur le truc Kroos qui est parti, mais on est obligé quand même d'y penser un peu à chaque fois parce que c'est vrai qu'il y a des manques au milieu de terrain et tu sens que Kroos, il n'a pas été remplacé, il ne le sera jamais, mais c'est vrai que c'est un Real qui se trouve pas, quoi, qui collectivement est faible, j'ai envie de te dire. Bon, ça n'a jamais été le Barça Prime quand ça joue au ballon ou ce que tu veux, tranquille, mais par moment, par séquence, ils sont capables de le faire normalement, mais depuis le début de saison, tu as l'impression qu'il n'y a pas de lien spécialement entre les joueurs, on voit très peu de combinaisons de très très haut niveau, et souvent tu te reposes sur une grosse défense, oui, tu as une très bonne défense dans l'ensemble, tu as des joueurs qui vont au charbon, ce que tu veux, mais devant il se passe pas grand chose, quoi. S'il n'y a pas un exploit ou un petit truc, il se passe pas grand chose au final. Donc ouais, le Real, je veux bien, on va attendre, hein, mais ça fait pas que 2-3 matchs qu'on constate ça. Moi, je pense qu'ils vont quand même traîner ça pendant toute la saison. Il y aura peut-être du mieux, bien évidemment, parce qu'ils resteront pas à ce niveau-là toute la saison. Il y aura peut-être un peu de mieux, mais je pense qu'il y aura une certaine limite quand même, parce qu'il leur manque un ou deux joueurs peut-être dans l'effectif. Et encore une fois, au milieu de terrain, il leur manque ce mec qui gère le tempo et tout, qu'ils ont perdu avec Kroos. Donc voilà, à voir, mais c'est vrai que le Real, en ce début de saison, assez inquiétant quand même. Quentin, tout à l'heure, tu as parlé du Real, il faut que tu parles aussi du LOSC. C'est qui les joueurs un petit peu là qui t'ont vraiment plu sur cette rencontre-là? Franchement, il y en a eu quand même pas mal, hein. Il y a eu une bonne paire, hein. On a vu l'activité de Zegrova, on a vu aussi les latéraux. On parle beaucoup de Thiago Santos, mais je pense aussi qu'on peut en placer une pour Goodmanson, hein. T'as un petit peu l'impression que c'est l'homme de l'ombre et qu'il ressort moins que les autres, mais franchement, son match a été plutôt correct. Tu prends la charnière. Honnêtement, ça a été quand même assez costaud. Et puis c'est vrai, Sissi en parle sur le chat, mais Boady fait un match de patron au milieu de terrain. Honnêtement, il y a beaucoup de joueurs en fait qui peuvent être mis en avant par rapport à hier. Pas forcément, oui, quand t'es Lille et que tu gagnes face au Real Madrid, c'est que tes joueurs ont fait un match complet. C'est vrai que tu parles de Thiago Santos notamment, qui pour moi a été un des vrais patrons de cette équipe lilloise. Tu as parlé de Ouais. Goodmanson. Sur le papier, c'est vrai que tu as Bafodé Diakité, qui est peut-être le défenseur de référence du LOSC avec Alexandro. Ce sont les deux dont on entend le plus parler de manière générale. Et là, c'est Goodmanson qui lui aussi a sorti un vrai match. Et bon, voilà, Boady, ça a été annoncé en plus en conférence de presse la veille, si je dis pas de bêtises, comme quoi il serait titulaire. Tout le monde a été un petit peu étonné parce que jusqu'ici, depuis le début de saison, il a vu du temps de jeu en Ligue 1, mais il n'avait pas encore fait de match complet. C'est quand même la première fois en professionnel pas en professionnel, mais de la saison, pardon, qui fait ses 90 minutes. Donc voilà, puis 90 minutes de patron, comme vous l'avez dit, à part une petite erreur peut-être de jeunesse. Sinon, tu sors un match de patron où il a été un vrai régulateur et c'est le bon augure. Et il faudra voir maintenant s'il est capable de confirmer ou pas. Parce que, en tout cas, il y a des choses qui sont très positives, c'est qu'il est bien entouré à côté de lui avec un garçon comme Benjamin André qui a une expérience folle et qui va pouvoir essayer de l'encadrer. S'il suit un petit peu l'exemple de ces garçons-là qui ont de l'expérience au milieu de terrain, ça peut être une vraie arme, un vrai atout pour Et l'avenir sa pour cette équipe du LOSC. disponibilité, Kanto, moi ce que j'aime bien, c'est qu'il Ouais, se c'est ça, cachait pas. Tu sais, des fois, il y a des ballons un peu bourbiers où t'es dos exactement. au jeu, mais il venait quand même aider les coéquipiers, genre en mode serein. C'est ça, je trouve, qui est bluffant chez lui, chez un jeune joueur comme ça, c'est ouf. C'est, on va dire, un petit peu l'insouciance de la jeunesse. Le mec est là, il a une place à récupérer, il a des qualités à montrer, à faire valoir et il l'a très bien fait. Comme tu l'as dit, tu pourrais être un jeune, un simple milieu relayeur qui se contente de venir un petit peu orienter le jeu et de se cacher un peu sur les prises de balles difficiles.
Là, ça n'a pas été le cas. Il est venu toujours apporter une solution, un soutien, et on imagine que c'est aussi pour ça que coach Genesio, pardon, l'a mis titulaire face au Real Madrid. Les mecs, ils les voient travailler tous les jours à l'entraînement. On sait qu'à l'entraînement, tu as tendance quand même à travailler dans des espaces qui sont très réduits de temps en temps. Et des mecs qui arrivent à s'en sortir, à se rendre disponibles dans des espaces réduits, tu sais qu'après le week-end ou en semaine en Champions League, ils vont également montrer une certaine disponibilité. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été titularisé, que Genesio lui a fait confiance. Et à juste titre, c'est un vrai pari gagnant pour le coup. Et voilà, maintenant, hâte de voir la suite pour Boadi. Ouais, non, on va avancer sur les top et flop, hein, mais c'est vrai que moi je voulais quand même aussi dire un petit mot pour ce LOSC. Franchement, félicitations, parce que c'est là où je vais faire un petit parallèle avec Luis Enrique. C'est que d'un côté, tu as une équipe, bon, bah, on le sait, qui a beaucoup de moyens, une équipe qui peut parler de projet, tout ce qu'on veut, mais je trouve que de ce côté-là, tu as une équipe qui se met trop dans la merde pour rien, une équipe qui veut essayer de faire des choses un peu compliquées alors que tu peux faire beaucoup plus simple. Et on l'a vu avec le LOSC hier. Moi, j'ai trouvé que c'était très simple, que c'était très carré, que tous les joueurs savaient ce qu'ils avaient à faire, que tous les joueurs étaient concernés. En plus, tu mets un petit peu de jeunesse avec un Boadi. Le mec, tu as eu l'impression que le match, il lui glissait dessus. Tu l'as pas vu paniquer pour autant. J'ai vu des performances de certains vraiment de très très haut niveau, je trouve. Même si en face, on n'a pas eu un Real Madrid XXL, un Real Madrid Ultra Prime qui, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, Bruce, oui, a encore du chemin pour essayer de se retrouver un peu après les changements qu'il y a eu par rapport à la saison passée. Moi, j'ai beaucoup aimé ce match. D'ailleurs, je l'ai même tweeté. Mais j'ai trouvé que le LOSC a fait un véritable match de patron. Et limite, je me demande pourquoi le LOSC a eu, tu vois, c'est cette période un petit peu de disette il y a quelques matchs, que ce soit en Ligue 1 ou ailleurs. J'ai Après, trouvé tu que connais dès qu'il y a c'était la un peu musique de la Ligue. incompréhensible. Tu connais dès qu'il y a la musique de la Ligue des Champions et tout. Bon. Ouais, ça Je te dis pas que transcende. tu fais exprès de perdre des matchs et tout, mais forcément là tu joues le Real, c'est la Ligue des Champions, les mecs ils rentrent dans un état d'esprit de taré aussi, hein. Ouais. Ben, en fait, ce que moi je me suis dit, quand tu vois la percée d'Hendrick au début du match, tu te dis, ah ouais, ça y est, c'est là où elle se fait la différence, c'est que tu as des joueurs qui sont plus, et que là, si Hendrick il marque, en théorie, franchement, ça devient très très compliqué pour le LOSC, parce que tu prends un but quand même assez tôt dans le match, et finalement, tu prends pas ce but, oui, la frappe elle est sur Chevalier, mais la frappe, il la sort quand même, il se trouve pas. Contrairement à certains, et derrière tu regardes le Real dans les yeux, et c'est ça que j'ai Et beaucoup même, aimé de la part du LOSC, et la prestation d'André aussi au milieu de terrain. Je pense qu'il faut en reparler. À un moment donné, il se prend une semelle de je sais plus qui, le mec il serre les dents, et derrière il est toujours aussi efficace. Franchement, il y a plein de prestations des joueurs lillois hier, faut le reconnaître. C'est vrai qu'on est un peu dans le moment, mais c'est des prestations qui sont et tu XXL. peux Moi j'ai même trouvé le match du rajouter, LOSC vraiment complètement fou je hier, pense qu'on peut vraiment. même rajouter un David, parce que d'habitude les défenseurs du Real, tu vois, ils peuvent annihiler des attaquants, ce que tu veux, parce que c'est très casse-couille à scoltiner la défense du Real, et je trouve David, franchement, il a été tellement précieux, il y a beaucoup de bonnes choses qu'il a faites, je trouve. Non, ouais, c'est vrai, il a été très bon. Messieurs, top et flop de cette rencontre. Scipion, tu commences? Si tu as envie de Bah, commencer par les flops ou les tops, c'est comme tu veux. Ouais, ouais, forcément, Bruno Genesio pour le plan tactique qui a très très bien marché, 4-4-2, avoir su voilà, mettre ses joueurs dans les meilleures dispositions et tirer bah, le meilleur d'eux. Enfin, c'est vrai qu'on savait que dans cette équipe de Lille, il y avait beaucoup de joueurs talentueux qui nous avaient bien plu la saison passée, comme Zegrova, Santos, Diakité, mais que tous ils soient à 100% au même moment pour ce type Ouais. d'affiche, c'est aussi la patte de l'entraîneur, donc bravo, bravo à lui. Et après, en flop, bah, forcément. Pour un mec qui va remporter le Ballon d'Or, Vinicius, j'ai trouvé ça assez faible comme prestation. Et pareil, c'est un joueur que j'aime bien parce que forcément il est passé par Bordeaux, mais le creux que subit Tchouaméni, c'est pas normal. Ah Je sais ouais. je sais qu'il y a 2 ans, il a fait un passage par le banc, il était bien revenu. Enfin, je pense que Carlo Ancelotti va devoir passer par là. On parlait d'un collectif du Real qui subit la perte de Kroos, mais je pense que Tchouaméni aussi est le premier, voilà, à vraiment être dans le mal, dans le dur sur son début de saison. Et je pense que là, il faut vraiment qu'il aille faire un petit passage par le banc parce que il faut qu'il se ressource. Je ne le reconnais pas. Kanto, je suis désolé, on sort un peu des top et flops, mais c'est vrai que Chouameni, je m'étais dit qu'il fallait qu'on en parle, parce que j'ai quand même l'impression que c'est pas suffisant en fait, Chouameni. Enfin, je sais pas, quand je compare avec d'autres joueurs, alors c'est vrai que quand tu prends l'ensemble du côté du Real, t'en as plein qui sont peut-être pas au niveau prime de leur carrière, mais Chouameni, j'ai l'impression qu'il y a un cap qu'il n'arrive pas à passer. Je sais pas ce que t'en penses.
Tchouaméni, c'est la continuité de ce qu'on voit depuis plusieurs mois, tout simplement. Quand il a commencé à s'installer au Real Madrid, on parlait de lui comme un profil capable de tout faire, qui était solide au milieu de terrain, qui défendait, qui a d'ailleurs été traîné même à un poste de défenseur central, hein, pour dire à quel point D'ailleurs, Tchouaméni hier, il a joué les pendant défenseurs centrales. Ouais, mais l'année Ça dernière, avait bien marché. voilà, l'année dernière, il avait été plutôt performant à ce poste-là, même si lui voulait jouer au milieu de terrain, mais c'est dire que dans la tête d'Ancelotti, c'était quand même un des hommes sur lesquels il comptait. Parce que si tu prends un mec qui est assez jeune dans une équipe comme le Real et tu le fais jouer au milieu de terrain, puis tantôt tu le fais jouer en défense centrale, c'est que tu lui fais quand même confiance. Néanmoins, là, c'est vrai que depuis quelques mois, on l'a vu avec cet Euro en équipe de France, où dans l'impact qu'il a au milieu de terrain, dans sa manière de casser des lignes, dans sa vision de jeu, il est un petit peu en dessous de ce qu'on pouvait attendre de lui. J'ai pas envie de dire qu'il n'y a pas de progression, mais on sent que c'est une progression qui est quand même assez lente. Je suis assez déçu de ce que je vois ces derniers temps de Ouais. Tchouaméni, parce que c'est un joueur auquel je crois énormément. Mais là, au plus les mois passent, au plus je me demande ce qu'il va lui falloir comme déclic pour arriver à devenir cette machine au milieu de terrain, d'autant plus qu'il y a des exemples à côté de lui, hein, avec un mec comme Valverde, notamment qui dans le dépassement de fonction Il est est partout, assez incroyable. Alors bon, ils ont pas le même profil physique, athlétique tous les deux, mais ouais, Tchouaméni, c'est en train de devenir un joueur qui est assez sobre. Et moi, j'en attends un petit peu plus. J'attends un petit peu plus de folie, un petit peu plus de créativité de sa part. Ouais. Ouais, forcément, tu l'attends quand même un peu plus productif, quoi. T'as vraiment l'impression parfois qu'il traîne un petit peu la patte sur le terrain et c'est bizarre. Je sais pas si c'est une question de consigne. D'ailleurs, Bruce, sur le chat, il y en a beaucoup qui réclament la tête d'Ancelotti. Beaucoup qui veulent qu'on le mette en Le mec, il a perdu un match en 14 ouais. ans, il vient de gagner la LDC. C'est ça. C'est comme Xabi Alonso sur la première défaite cette année. C'est fini, Xabi Alonso, on vous l'avait dit. Ah, c'est bon, on va Xabi arrêter de nous Alonso, c'est saouler. fini. Et t'as tous les Madrilènes qui commencent à faire les acteurs. Oh, on est trop nuls, oh, notre saison, elle est déjà finie. Eh, c'est bon, arrêtez votre cinéma un peu. Bon alors, Bruce, toi, tu mets qui en top et flop, toi? Après, tu veux dire un mot sur Tchouaméni, tu peux, hein. Non, mais top au milieu de terrain, le milieu de terrain lillois avec Boadi, André, les deux extraordinaires. Après, tu peux rajouter Santos, bien évidemment, qui a fait un match XXL. Ouais. Et après, bon, de toute façon, dans l'ensemble, il n'y en a pas un qui a fait un mauvais match, mais peut-être Zegrova aussi, qui est le détonateur, bien évidemment, et c'est lui, offensivement, quand même, qui apporte pas mal de choses. Et après, flop, putain, flop, il y en a pas mal au niveau du Real. Ouais, Vini, vous avez tout dit. Normalement, Vini, c'est le joueur plus. Et c'est vrai qu'en ce début de saison, oui, il a mis quelques buts, ce que tu veux. Il y a eu des pénaux, mais c'est pas du tout le même Vini que la saison passée. Mais c'est pas le seul dans ce Real-là qu'on a du mal à reconnaître. Vous l'avez dit sur Tchouaméni, mais oui, il montre peut-être ses limites. Hein. C'est peut-être pas un joueur, tu vois, qui a la stature pour le Real aussi. Voilà, on va attendre de voir. Mais au bout d'un moment, à force de dire il est jeune, il est encore jeune, machin. Bon, c'est vrai qu'il montre quand même certaines limites. On va pas se mentir au milieu de terrain. Mais moi, celui encore une fois, et parce qu'il y en a beaucoup qui le réclamaient comme possible ballon d'or. Moi, ça Vini. fait, à part ces 5 premiers mois ou 4, Bellingham. à part ces 4-5 premiers mois avec le Real, déjà sa deuxième partie de saison, je l'avais trouvé beaucoup moins intéressante personnellement, sans être mauvaise, mais beaucoup plus neutre. Et c'est le cas, son Euro, je ne l'ai pas trouvé incroyable, et son début de saison, là en tout cas, c'est sur ces matchs, c'est un peu pareil. Moi je trouve que Bellingham, depuis au moins 6 mois, c'est beaucoup de matchs assez moyens, où on le voit très travailleur, et ça c'est une qualité, courir partout, faire beaucoup de choses. Mais dans le jeu, être beaucoup moins impactant, tu vois. Donc moi j'avoue que Bellingham, ça fait un petit moment quand même où je suis un petit peu déçu. Voilà. Ouais, ça se comprend. Quentin, est-ce que tu avais envie de donner des tops et des flops dans ce match? Parce que tout à l'heure. Ils ont on tous est été parti sur cités Tchouaméni. déjà. Thiago Ok. Santos, Chevalier, notamment André que j'ai beaucoup aimé. Ouais. Après, en vrai flop, comme j'ai dit, moi c'est plus sur l'animation offensive avec notamment Jude Bellingham. Pareil, je suis d'accord avec Bruce. C'est un joueur qu'on nous vend comme un top joueur et je le crois avec plaisir, mais il va falloir le montrer plus régulièrement. Ouais. Un peu surcoté Jude, et je le vois à l'image du chat, il y en a, ils disent c'est le seul que tu peux pas critiquer. Ça fait, je suis désolé, 5-6 mois au Real, tout le monde le mettait dans le top 3 du Real. Pour moi, il n'était pas dans le top 3 l'année dernière. Les Kroos, Carvajal, Vini et tout, c'était au-dessus. On peut même peut-être penser à d'autres. Les gars, faut arrêter de... Moi, je l'aime, Bellingham, j'ai aucun souci avec lui, c'est un joueur très complet et tout. Il a surperformé au niveau des stats quand il arrive au Real, on savait très bien qu'il n'allait pas maintenir ce rythme. Mais je veux dire, c'est un joueur qui a tellement de qualité, qui est tellement complet.
J'en attends On quand attend même un plus. peu plus de lui dans les 30 derniers mètres, tu vois, pour faire la décision. C'est juste ça. Je reste sur ma faim si tu prends l'ensemble des 5-6 derniers mois, c'est tout. Je dis pas qu'il est mauvais, mais on parle de Bellingham, possiblement l'un des meilleurs joueurs ou ce que tu veux. J'en attends plus. Excusez-moi, les gars, j'en attends plus, c'est tout. Voilà. On comprend. Juste avant de terminer avec ce match, je voulais juste en placer une pour les T'as dit changements. surcoté, il est surcoté par rapport à ce qu'on en dit. Désolé, Braque, surcoté par rapport à ce Ouais, qu'on pas de dit problème. sur lui depuis 6 mois, on en fait trop, oui. On le surcote pour moi, à l'instant T, oui. Voilà, par rapport à ce qu'il a produit sur les 6-7 derniers mois, on le surcote. Voilà, bah oui. Et où est le problème, les gars, vous comprenez pas? Non, je voulais juste en rajouter une pour les entrées de Sahraoui et de Thomas Meunier aussi. Juste dire un mot là-dessus parce que je trouve que ça a été assez intéressant et que ils ont fait du bien en fin de match. C'est vrai que ça fait que 5 minutes, on peut dire que c'est pas grand-chose, mais tu vois, Thomas Meunier, il te sort quand même un ou deux tacles sur le côté. Ah, sur Vini, Il ouais, et tout, ouais. il casse quand même une ou deux actions et Sahraoui, pareil, j'ai trouvé que techniquement, il était dans la continuité de ce que faisait Lille, donc j'ai trouvé que le coaching aussi était bien pour sécuriser ce résultat. Et encore une fois, bravo à Pep Genesio. Bon, messieurs, il va nous rester allez, un petit 10 minutes d'émission et un petit peu plus. On va essayer de parler des autres rencontres un petit peu. Quels sont les matchs sur lesquels vous avez envie de revenir? Déjà, Pipion, je pense qu'on peut parler Brest. et dire un mot oui, sur la victoire de Brest. Victoire magnifique contre Salzbourg, surtout, qui permet aux Brestois d'avoir 6 points déjà. C'est ça qui est énorme. Ah oui, forcément, c'est assez inouï de voir Brest deuxième du classement de la LDC après 2 journées. Alors ça, c'était peut-être pas les matchs les plus durs, mais bon, il faut quand même commencer par Sturm Graz, qui est ton premier match de l'histoire dans cette compétition, tu le bats. Là, tu affrontes Salzbourg, qui est habitué à jouer la LDC, à même faire des temps en temps les huitièmes de finale, et tu parviens à les taper. Ça a été compliqué la première période, hein. Il a fallu même au global, Marco Bizot a sorti 5-6 arrêts de très très haut niveau, et puis finalement, tu as ce but de Sima et cet extérieur d'Ajor qui est génial. Ah ouais, Et puis magnifique. voilà. Ah ouais, l'extérieur d'Ajorc, je sais que Bruce, toi, c'est le genre de geste que tu apprécies. Non, mais c'est mine vrai de que- rien, genre qu'il a du ballon, tu vois. Parce que des fois, Ouais. tu résumes des mecs, c'est qu'on des beaux bestiaux, tu te dis, bon, ça manque de ballon de technique, mais il est capable de faire des trucs comme ça. Ah, c'est pas juste un pivot Ouais. des Hornets de Charlotte, hein. C'est un mec, comme tu dis, il sait faire des petites remises pas dégueu. Et puis voilà, c'est vrai que sur cette deuxième période, avec l'entrée géniale de Mama Baldé, avec des joueurs qui prennent confiance, qui s'éclatent, Salzbourg qui sombre, et finalement, tu soignes ta différence de but et tu t'offres un succès encore plus historique que le premier. Donc bravo à Brest, bravo à Eric Roy. C'est vrai qu'il y a une différence avec la Ligue 1 où tu es un petit peu dans le dur parce que tu as 6 points en 6 journées, mais en LDC, tu fais le taf. Alors là, par contre, c'est vrai que sur les prochaines journées, ça va s'accélérer parce que tu as Leverkusen qui arrive, tu as le Barça. Mais bon, finalement, là, en ayant déjà 6 points, il faut que tu ailles encore gratter, aller 2 à 5 points. Tu as le Sparta Prague, tu as le Shakhtar, tu as le PSV. C'est pas inconcevable aujourd'hui d'imaginer que Brest peut y arriver. Et là, ils ont fait quasiment le plus dur. Donc, franchement, chapeau à eux. Et c'est vrai que le match, il était hyper kiffant. En plus, c'était à 18h45. Il n'y avait que ça à regarder. Et honnêtement, cette équipe, elle fait bien plaisir, ouais. Et elle a déjà Euh, payé la moitié de sa masse salariale, enfin sur 6 mois déjà. C'est ça qui est beau, Ouais, avec c'est ses sûr, résultats. c'est sûr, c'est pas avec les droits TV de la Ligue 1 que tu vas Ah rembourser non. ça. Donc, faut aller chercher les recettes là où elles sont. Ils ont bien raison. Quanto, sur ces 2 journées là, qu'est-ce que tu as pu voir? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont interpellé sur ces 2 journées de Ligue des Champions, sachant que si on regarde un petit peu les résultats, pour certains gros, ça a été un petit peu la promenade, hein. L'Inter s'est imposé 4-0 contre l'Étoile Rouge. Manchester City a gagné 4-0 à l'extérieur. Le Barça a fait le job face aux Young Boys 5-0. Voilà, il y a quand même des résultats attendus. Est-ce qu'il y a des trucs sur lesquels toi tu veux revenir en particulier? Et même si tu veux parler de Brest, tu peux aussi, hein. Non, écoute, Brest, je pense que tout a été dit. Déjà, Ouais. juste leur dire bravo. Leur dire bravo pour les performances. Et puis dire aussi à tous les écervelés qui comparent Brest à l'OM à 0 points voilà, que la formule n'est quand même pas la même, hein, et que désormais on peut jouer contre des équipes du chapeau 4. Comme l'a dit Eric Roy, voilà, si Brest était dans le championnat autrichien, il s'en sortirait plutôt bien. Tu penses contre des Et équipes du chapeau 4, vous auriez pris des points, Quanto, sûr? contre ce Non mais je rigole, là, je fais le Non, gamin. Aujourd'hui, oui. non, mais sincèrement, Oui. après moi, les Brestois, je les félicite et vivement. En plus, c'est une équipe que j'aime beaucoup. Mais là, c'était quand même une équipe de Salzbourg qui fait partie des plus faibles depuis. Franchement, depuis, moi, euh, au début de match, je pensais que années. Brest, ils allaient se faire ouvrir. Ouais, Ouais, Il y avait des Salzbourg a 1 bien contre commencé. 1, ils leur mettaient la misère. Je me suis dit, Ouais. oula, ça sent pas bon.
Non, mais ce Salzbourg-là, si tu compares par exemple l'effectif de Salzbourg des dernières années, on rappelle quand même que ce club autrichien est un des grands clubs formateurs en Europe et qui sort derrière beaucoup de joueurs qui partent, notamment du côté de Leipzig et ailleurs. Et tu as beaucoup de joueurs qui sont qui sont passés par Salzbourg, qui aujourd'hui sont dans les plus grands clubs en Europe. Mais là, aujourd'hui, on n'est pas sur la meilleure génération possible. Et Brest, moi, je ne pensais pas non plus qu'ils étaient capables d'aller s'imposer là-bas. Et ils l'ont fait, donc bravo à eux. Après, non, j'ai regardé beaucoup les multiplex pour essayer de tout voir. Hier soir, j'ai vu le multiplex. J'ai vu l'Atalanta en intégralité, mais il n'y a pas grand-chose à dire. Ils sont promenés face à une équipe du Shakhtar qui est faiblarde. Et voilà, comme tu l'as dit, bon, les gros ont fait le taf. Après, je vais pas parler d'un match en particulier, parce que quand tu regardes des multiplex, on va pas faire semblant d'avoir T'as des Monaco compliqué, sur un c'est terrain très de compliqué. merde qui a Voilà. su revenir quand Oui, même. voilà. Mais par contre, le C'est bien, premier c'est bien but qu'ils en aient face, cherché, il est quoi. extraordinaire. La finition, le geste Ouais, et le ouais, petit ouais. picou. Le crochet. Oh Le là crochet, là là là, extraordinaire. Ouais. Cyprien, tu voulais dire un mot sur Monaco? Non, franchement, c'était compliqué et tout, les intempéries et conditions. Puis quand je vois 2-0, je fais ah, c'est le genre de soirée qui va être difficile. Et Ouais, être allé mauvaise chercher soirée. un point, honnêtement, être revenu comme ça alors que c'était un bourbier, même si évidemment on a vu Zagreb en prendre 9 à Munich, c'est bien pour Monaco, tu vois, de ne pas avoir perdu. Et je pense que 4 points et Adi t'as déjà Hütter va joué le être Barça, c'est beau. exactement sur l'aspect mental, c'est le genre de match qui compte. Ouais. Non, c'est bien. Et puis en plus, moi, j'ai bien aimé l'attitude de Zakaria à la fin, qui s'est pas caché derrière justement les intempéries et qui a dit voilà, Oui. si on n'a pas gagné ce match ou quoi, c'est parce qu'on a manqué d'efficacité, c'est parce qu'on s'est raté sur quelques situations. Moi, j'aime bien l'attitude de Monaco sur ce début de saison. C'est assez serein, ça bosse bien. Puis il y a un joueur que je kiffe, Lamine Camara, je voulais le dire absolument. Un monstre. Je suis fan de ce joueur, c'est un truc de fou. Très C'est- très bonne voilà. pioche, ouais. Ah ouais, non, fallait que je le dise, fallait que ça sorte. Bruce, est-ce que tu veux nous parler de ce Leverkusen Milan? Vaut mieux que ce soit ça qui sorte. Hein. Si jamais- Oula. Oula là. Ouais, alors. Vas-y, Bruce, vas-y. Alors Morata, parce qu'il avait par précaution, il n'était pas titulaire. Voilà, on sait que ces derniers temps, il est aligné avec Tami devant. Première mi-temps dominé par Leverkusen, Maignan qui retarde l'échéance. Et en deuxième mi-temps, bon, il finit par arriver ce qui devait arriver avec ce but de Boniface qui suit l'action. Là, tu te dis pas évident, mais à partir de ce but, sur la deuxième mi-temps, tu as Leverkusen qui recule et tu as Milan, du coup, sur les 30 dernières minutes, qui domine vraiment et qui se crée 3-4 Ouais. énormes occasions, dont une barre, il y a Reinders aussi, etc. Et il y aurait pu avoir un penalty aussi sur Tami. L'entrée de Morata qui a fait du bien. J'ai envie de te dire, Milan aurait pas démérité, tu vois, d'aller chercher un point. Donc, il y a quand même du mieux sur la série de matchs précédentes. On l'avait vu et ça s'est constaté notamment cette deuxième mi-temps. Je pense qu'avec Morata titulaire cette rencontre, peut-être qu'on serait allé chercher ce but et voilà, avec un peu de réussite, il y avait moyen de prendre un point. Maintenant, le problème, c'est que bon, le top 8, de toute façon, j'y avais jamais pensé pour le Milan. Tu avais un début de saison très compliqué. Là, tes premiers matchs, c'était Liverpool, t'étais absolument pas prêt, t'es fait fumer. Là, C'est quoi la suite du coup? Là, contre Leverkusen, t'aurais pu aller chercher quelque chose. La suite, c'est Bruges à domicile qu'il faut absolument prendre parce qu'après, tu Ouais. vas au Real sur le prochain Ouais, match. ah Tu auras ouais, joué ah ouais. Liverpool, Leverkusen et le Real sur les 4 premiers matchs. Mm. Donc voilà, faut absolument prendre Bruges. Par contre, là, faut pas laisser passer cette chance. Et voilà, bon, je m'en fais pas trop. Pour moi, ça finira barragiste. Maintenant, il faudrait essayer de finir le plus haut possible quand même. Et puis commencer par prendre des points. Parce qu'à force de dire, oh, c'est une défaite encourageante peut-être contre Leverkusen, au bout d'un moment, il faut prendre des points. Donc, faut pas interdire contre Bruges. Ouais, on avait oublié, mais bien sûr, victoire aussi du Borussia Dortmund, 7-1. Adeyemi, mais c'est quoi ces pétards voilà. qu'il a Ah envoyés ouais, je suis du gauche, c'est Adeyemi. incroyable. Ouah. Après, il y a eu beaucoup de très belles perfs. Hein. La Juve Ouais. qui a 10 Oui, va chercher avec, Incroyable, Dubravik. la Juve. Ça, il faut en parler, ça. Le but de Conceição, Benfica 4-0 avec Artukoğlu qui fait partie des très très bonnes recrues du mercato estival, l'Aston Villa de Emery qui tape le Bayern. C'est vrai que maintenant, bon, dès qu'on fait un débrief d'une heure, il y a 18 matchs à parler. Non, mais c'est difficile. impossible, c'est Mais impossible. on prendra le temps de revenir sur ces bonnes équipes parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire en positif. Ouais. Mais juste, moi, si je Complètement. peux rajouter un truc sur Vas-y. Leipzig, la Juve, les gars, s'il y en a qui n'ont pas vu le résumé, regardez le résumé, le but de Sesco, Ouais. le contrôle l'enchaînement extraordinaire, de grande classe, Vlahovic, les deux buts très différents, mais enroulé parfaite, et l'autre où il vient couper incroyable, et contre Sessao à 10, la Juve qui vient gagner, alors que tu te dis quand ça prend le rouge, ça va être compliqué contre Sessao. Tout seul dans la surface, petit pont, et derrière, ça finit. Franchement, la Juve, j'avoue, bluffant. Fallait aller la chercher celle-là. Et Bremer qui s'est fait les croisés et tout, par contre. Ah, c'est les croisés du coup. Hein. Ça, Ouais. ça va être compliqué. Ouais. Ah ouais, c'est chaud. Apparemment, croisé plus ménisque, j'ai cru comprendre. Il y en a, ils ont dit, Ah mais ouais. si c'est ça, là, c'est un truc de taré. Là, il s'est fait la totale, quoi.
Bah c'est que tout est parti quoi. Putain. Sur- Ouais, sur la croisé mission, c'est plus chaud, c'est ménisque. chaud. Mais là, je crois que tu peux pas faire pire. Ouais. Wow. Bah bon courage à Bremer, hein. Ouais. Ça c'est, on lui espère vraiment un prompt rétablissement. Messieurs, du coup, oui c'est pour répondre un petit peu au chat parfois qui va nous dire oui vous allez parler 2 minutes de telle équipe et vous allez accorder 30 minutes au PSG, 25 à Lille et Ah, tout. on est en France après. Les Ouais. gars, en fait, je vous explique juste pour que ce soit bien clair. On ne peut pas parler, comme l'a dit Scipion, des 36 matchs qu'il y a. C'est impossible. On est obligé de faire des choix. C'est un peu des choix éditoriaux. On va parler des matchs sur lesquels, voilà, on sait qu'on peut tous en parler parce que Par c'est des contre, matchs qu'on voit l'Atlético, tous. c'est lunaire. Après- L'Atlético, cette gifle Ap- qu'ils ont pris. Après, pour les autres rencontres, on essaye de faire un peu un résumé made in hors-jeu. On essaye de parler un peu de ce qu'on a vu et de mettre en avant les bons points, les mauvais points. Mais on peut pas faire des débriefs complets sur tous les matchs. Si on pouvait le faire, l'émission elle durerait 24 heures. Voilà, c'est pas compliqué. Il faudrait parler Donc, un peu moins du PSG. C'est pour ça que j'ai essayé d'écourter tout à l'heure, les gars, mais ça a pas marché. Bah, dans le Canal Football Club, hein, il parle du PSG. Mais on n'est pendant pas une le demi-heure, Canal après, il passe Football aux autres. Club, Bah, Bracou. voilà, bah, Nous, voilà. on est hors jeu, bordel. Eh, reste avec moi un Nous, peu, là, c'est toute la France, nous, il y en a marre. Eh, Les journalistes, lâche ça, pas. les journalistes, ça se Tu vas concentre. me dire, tu dis que de la merde. Les journalistes, ça se concentre que sur le PSG. Ils en ont rien à foutre du reste. Ça fait bluff. Des fois, ça en parle un peu. Nous, vas-y, on est le peuple, nous. On veut parler de tout le monde, là. Oh. Bon, en tout cas, vous avez compris l'idée, messieurs. Allez, passons maintenant aux matchs d'Europa League, les matchs du jour. On va regarder un petit peu les cotes. Ah oui, il y avait aussi le 11 type de la deuxième journée. Je n'étais pas au courant de ça. Désolé. Tu peux le rafficher, Bruce ou... Ah, c'est pas moi, là, c'est Click. C'est. Ah, c'est d'accord. Bah, si vous voulez le rajouter, Ok. n'hésitez pas parce que j'avoue que j'étais pas du tout au courant. Voilà, ça c'est le 11 type de la deuxième journée de Ligue des Champions avec Guirassy Adeyemi, Il a deux du joueurs de flow. Dortmund en attaque, ouais. Lookman, Benjamin André, complètement. C'est bien mérité, parce que c'est avait un son 11 qui talent. sort du lot, tu vois. T'as pas que des top Ouais, ça joueurs, change. tous les meilleurs joueurs. Bien, C'est hein. bien, c'est bien. Ça change, ouais. Franchement, Pau Torres, Inigo Martinez en défense, nickel. Chevalier, trop bien. Il y a Martinez Bah, aussi franchement, pour magnifique. Aston, apparemment, qui a fait un gros match Ouais. aussi. Dibou, il a Ouais, fait un arrêt à la fin qui Dibou, était c'est. incroyable. Ouais. Adibou, ouais, il Et est fort. Neuer, par contre, bon, sur le but, il y a peut-être un Ah peu bah, mieux à il- faire. Ah, Thuram, Il était parti comme la Coupe du Monde 2014. Ah là. ouais. Il jouait libéraux là. Ah ouais. ah, Ouais, mais j'avoue, Neuer- Vlahovic, il y est pas. Alors, Vlahovic, c'est dur, parce que c'était. Ouais, Vlahovic, j'avoue. Pas de joueur de la Juve, ouais, c'est dur. C'est. Ouais, Voilà, voilà. dur. On peut balancer les cotes pour les matchs d'Europa League du soir. Et messieurs, vous allez me dire ce que vous allez regarder, tout simplement. Hein. Quels sont les matchs sur lesquels vous allez vous concentrer. On a la Lazio qui reçoit l'OGC Nice. On a Porto qui reçoit aussi Manchester United. Match peut-être de la peur pour notre ami Eric Ten Hag. Et l'OL qui sera en déplacement face aux Glasgow Rangers. L'OL qui est coté à 2,60. Manchester United à 2,85. Et la Lazio à 1,96 face à l'OGC Nice. Coté à 4. Quels sont vos matchs pour ce soir, messieurs? Kanto. Bah, je vais regarder déjà l'OGC Nice à 18h45. Ouais. On va essayer de regarder ça parce qu'il y a un vrai match test avec une Lazio qui Ouais. s'était imposée déjà lors de la première journée. L'OGC Nice, eux, ont fait un résultat nul face à la Sociedad qui est pas un mauvais résultat. Maintenant, voilà, le calendrier est pas évident quand même où ils enchaînent avec la Lazio. Donc, je vais regarder ça. Et puis ce soir, bah, voilà, je regarderai aussi l'Olympique Lyonnais. Je sais qu'il y a plein de gros matchs. J'essaierai de me mettre un petit multi quoi qu'il arrive à côté, mais je regarderai en priorité les deux clubs français. Ouais. Au top, au top. Bruce, t'as choisi quoi pour ce soir, toi? Bah, pareil que Kanto, j'ai envie de te dire. Hein. On va suivre Ouais. ce qu'on peut suivre. Heureusement, il y a pas mal de matchs à 18h45, donc ça, c'est bien. Ouais, Et puis après, ça on partage. verra en deuxième rideau après tranquillement. Mais ouais, Nice, on voit qu'il y a des choses intéressantes. Donc voilà, là, c'est forcément un match qui est très compliqué là-bas ou dans une ambiance chaude et tout. Donc à voir, mais je pense que Nice peut faire un petit truc. Peut faire un petit truc. Scipion, qu'est-ce que t'attends de ce Victoria Pilsen Ludogoretz? Bah écoute, attention à la défense bulgare, hein, parce que je les ai vus en championnat ce week-end, c'est un petit peu difficile. Blague à part, non, forcément un gros intérêt pour les deux clubs français, parce que on a vu des bonnes choses sur la première journée, notamment l'OL qui peut déjà être peut-être à 6 points, ça peut être pas mal. Et puis bah, tu l'as dit, tu vannes, mais ce soir il y a le début de la Pipion League, hein, la conférence qui revient et tout. Ah, Petit Chelsea, la Gantoise, petit Legia Varsovie Betis, hein, on sera là. Hein. Dommage Aïe, que aïe, aïe. le RC Lens nous abandonne, mais C'est qui On les n'oublie plus pas grosses l'immense- équipes en conférence à part Chelsea, du coup? bah, Chelsea, Betis, t'as la Fiorentina, et puis ça, Bah, t'as Chelsea. Edenheim. Chelsea, Ouais, franchement, Chelsea, celle-là, ils ils n'ont ont pas le laissé- droit de la laisser Et passer. si, ils ont même laissé Cole Palmer de côté et tout, mais avec leur effectif de zinzin, normalement ça Oui, devrait mais aller au bout. Palmer, ils pourront le re-enregistrer pour à plus tard.
Ouais, normalement. C'est je ça, crois c'est que comme d'hab, c'est en 2 phases. Je pense que c'est pour les premiers matchs, ils s'en battent les reins et après ils vont le Mm. enregistrer pour la fin. Il y a un gros match, c'est Petrocube contre Paphos. C'est une équipe moldave contre une équipe chypriote. Alors celui-là, les Le nom, amis, et l'équipe chypriote est archi favorite. Donc bon, pourquoi, je sais pas, mais en c'est tout cas, trop ça peut me cube. plaire. Ça peut me Trop plaire, ouais. cube. Juste pour voir si j'aurai ma place pour jouer en conférence. Très bien, très bien. Bon, bah, les amis, je pense qu'on a été assez complet. Merci beaucoup, Prux. Merci les gars. Merci beaucoup, Kanto. Merci. Et merci beaucoup, Pipion. merci Braque, merci à tous. Et merci pour un nouvel épisode de